Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre magazine d'information Panorama Info de ce jour. Et je vais vous proposer un dossier, je dirais, délicat, difficile. Nous allons parler d'inceste. Et je vous propose une interview réalisée il y a déjà quelques mois par téléphone auprès de la présidente de l'association AIVI, c'est-à-dire Association internationale des victimes de l'inceste. À la conclusion de cette interview, il y aura aussi le témoignage. Un témoignage bouleversant. Je vous invite à écouter de tout votre cœur. Isabelle Aubry, bonjour et merci de nous accorder un peu de votre temps pour parler d'un sujet difficile, très délicat, un mot que parfois on n'ose pas finalement prononcer, le mot de l'inceste. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes présidente de l'association AIVI, qui est justement une association d'aide aux victimes de l'inceste. Alors, avant de voir proprement votre association, c'est-à-dire vos actions, il faut justement que nous puissions, pour tous nos auditeurs, pour tous ceux qui nous écoutent, parler de l'inceste, de ce tabou des tabous, comme vous m'aviez dit avant de faire cette émission, et de nous expliquer, de dire un petit peu quel est votre combat, la raison de ce combat, et aussi la réalité sur notre territoire en France. Alors, déjà, juste une petite précision, c'est que nous ne faisons pas d'aide aux victimes. Nous sommes une association de victimes et de proches des victimes. Il y a aussi des professionnels qui sont dans l'association, mais nous avons pour politique de ne pas faire d'aide individuelle, parce que nous considérons qu'en faisant de l'aide individuelle, nous ne pouvons pas nous occuper du sujet dans toute sa difficulté, et nous ne pourrions pas militer. Donc en fait, nous avons besoin des victimes pour recueillir leur expérience, pour faire des recherches, pour écrire des livres, et pour militer. Nous avons besoin de leurs témoignages. C'est plutôt notre raison d'être que de faire de l'aide directe aux victimes. Oui, c'est bien de le préciser. Donc c'est surtout, ce sont les victimes finalement qui, dans cette prise en charge, se prennent en charge en quelque sorte, oui, et ouvrent cette porte, cette parole, aussi pour pouvoir, eh bien, en quelque sorte, vous m'excuserez de prononcer ce mot, mais exorciser aussi ce mal perpétré. Alors, bien sûr, nous offrons des outils d'entraide. Par exemple, nous avons créé le premier forum francophone sur le sujet de l'inceste, où les victimes peuvent venir s'entraider et les proches aussi. Il y a presque 100 000 messages sur ce forum et il y a des personnes qui ont sorti la tête de l'eau grâce à cette entraide. Nous offrons aussi un espace de témoignage. Sur le site, il y a plus de 2000 témoignages en ligne dans lesquels les victimes peuvent se retrouver et trouver des ressources. Et surtout, en fait, nous considérons que c'est l'expertise et l'expérience des victimes, en fait, qui va nous aider à changer les choses dans notre pays. Voilà. Donc nous nous faisons des groupes de parole qui sont enregistrés. Nous nous servons de ce que disent les victimes, de ce qu'elles racontent de leur vie, et nous en faisons des livres. Le premier, c'était révéler l'inceste à son entourage. Le second, être parent après l'inceste. Et le troisième, comment j'ai surmonté l'inceste. D'autres sont en préparation, parce qu'en fait, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir communiquer le plus d'informations possible au plus grand nombre. Mais au plus grand nombre de victimes, au plus grand nombre d'étudiants, au plus grand nombre de professionnels, parce que malheureusement, les professionnels en France ne reçoivent aucune formation en ce qui concerne l'inceste. Donc ils viennent vers nous et ils me disent « on est démunis ». Donc nous avons mis en place des formations pour les professionnels, nous avons mis en place des congrès internationaux, parce que c'est un sujet qui est, comme on le disait tout à l'heure, tabou, et qui n'est pas pris à bras-le-corps par notre gouvernement. Alors justement, il y a aussi toute une action dans ce sens-là, pour justement une pénalisation aussi de l'inceste que vous menez.
Oui, alors on s'est fondé sur une première volonté, c'était rallonger le délai de prescription. Bon, en 2 mots, hein, la prescription, c'est le délai au-delà duquel on ne peut plus porter plainte. Nous estimions qu'il était trop court en France, donc nous avons milité pour rallonger ce délai. Maintenant, il est de 38 ans, âge de la victime. Voilà. Avant, il était de 28 ans, âge de la victime. Ensuite, notre deuxième combat, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, d'insérer l'inceste dans le code pénal, parce que ce mot a été retiré du code pénal à la Révolution française, et depuis, il n'existe plus. Moi, je dois te dire que quand on m'a appris que mon père ne serait pas condamné pour inceste, j'avais 15 ans et je n'ai rien compris. Je me dis, mais alors pourquoi va-t-il être condamné? Viol, aggravé, bon, ça voulait rien dire pour moi. Et puis surtout, c'était pas reconnu. En fait, le problème, c'était que le crime en lui-même n'était pas reconnu, parce que le crime d'inceste est spécifique. C'est pas un viol par une personne étrangère, c'est par quelqu'un de notre entourage qui nous aime, que l'on aime, parce que moi j'aimais mon père, et du coup, quand on commence à parler de ce qui s'est passé, et ben dans tous les 9 fois sur 10, on est rejeté. La victime est rejetée par la famille au profit de la cohésion familiale. Et ça, notre loi n'en tient pas compte. C'est pour ça que nous avons voulu pénaliser l'inceste. Et nous avons obtenu gain de cause en 2010, sauf que 19 mois plus tard, le Conseil constitutionnel a abrogé cette loi. Et là, en fait, nous repartons pour un nouveau combat, pour recommencer. Alors, il y a une chose que j'aimerais bien préciser, c'est que l'insertion d'inceste dans le code pénal, c'est un symbole effectivement, mais c'est aussi un socle pour reconnaître que les victimes ont besoin d'une aide spécifique, donc des centres de soins spécifiques, que les professionnels doivent être formés à les prendre en charge, qu'il faut mener des campagnes d'information. Tout ça a été prévu dans cette loi et tout ça a été balayé. Et d'après vous, la raison justement de ce peu de considération? Je pense que l'inceste est le tabou des tabous. Voilà. Notre société est fondée sur l'interdit de l'inceste, au point que cet interdit, interdit aussi d'en parler. Oui. Donc, ce dont on ne parle pas, ce que l'on ne mesure pas, cela n'existe pas. Enfin, ça, c'est une sorte de politique de l'autruche, parce qu'en fait, ça existe. Qu'il y a des agresseurs, pour 92%, ce sont des hommes et 8%, ce sont des femmes. Il y a des agresseurs qui ont tout intérêt à ce qu'on n'en parle pas, et ça veut très bien, dès le début, museler leurs victimes, tout petits, ils profèrent des menaces jusqu'à des menaces de mort. Et les victimes, en fait, nous, on a pu mesurer sur un sondage qu'on a fait auprès de 341 victimes membres de l'association, que les victimes mettent en moyenne 16 ans à parler des faits. Voilà. D'où l'importance au niveau de la prescription dont vous parliez tout à l'heure. Parce qu'il est très difficile même pour les victimes d'en parler. Et puis après, quand elles commencent à parler, c'est un parcours du combattant. Donc, en fait, s'il y a 2 millions de victimes en France, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agresseurs aussi, et que c'est un fléau, un fléau de santé publique déjà pour les victimes. C'est un fléau judiciaire qui n'est, pas pris en compte. Parce que c'est aussi l'intérêt de beaucoup de gens, et pas seulement, comme on le croit, des gens qui sont dans la pauvreté. Non, l'inceste se produit à tous les niveaux de notre société. Ça n'appartient pas à une classe en particulier. Dans AIVI, qui sont issus de familles aisées. Par exemple, le plus connu étant Laurent de Villiers, dont j'ai écrit la préface de son livre, Tais-toi et pardonne, qui lui a vécu cela aussi, et été complètement rejeté par sa famille. Maintenant, il vit aux États-Unis, et ça fait 6 ans qu'il est en procédure pour essayer de faire reconnaître sa parole, et il n'a toujours pas obtenu un procès. Et toute sa famille est contre lui.
Et ça, c'est le cas de beaucoup de victimes aussi. C'est le cas de beaucoup de victimes. Et ce qu'il y a de particulier, en fait, dans les familles aisées ou les familles où il y a du pouvoir, c'est que les enfants qui sont issus de ces familles ont beaucoup plus de mal à se faire entendre que les autres. Parce que dans les familles qui ont moins de moyens, les services sociaux sont là. Donc, en fait, on voit toujours des affaires sortir comme l'affaire Doutreau ou l'affaire d'Angers, avec des familles qui n'ont pas d'argent, qui sont minima sociaux, etc. Mais oui, mais pourquoi? Parce que les services sociaux sont là, ce qui n'est pas le cas dans les familles aisées. Bien sûr. Alors, vous avez dit un chiffre fort, 2 millions de victimes. Oui, 2 millions de victimes, oui. Ce qu'on sait moins aussi, c'est les conséquences. J'ai pu voir sur votre site, d'ailleurs qu'on recommandera à tous nos auditeurs, les conséquences, très souvent les séquelles de l'inceste, qui sont pourtant, toute cette liste de conséquences, c'est qui doivent alarmer justement toute notre société, et notamment nos politiques, parce que là il y a beaucoup de dérives ensuite, de destruction de personnes, et aussi qui, bien sûr, vont toucher tout le tissu social, le tissu de la société. Oui, alors les conséquences, moi je les classe en 3 catégories. D'abord, il y a les conséquences sur les enfants, les adolescents et les adultes. Sur les enfants, les conséquences sont généralement ce qu'on appelle des appels au secours, des signaux d'alerte. Et je voudrais signaler un travail important qui a été fait par la Haute Autorité de la Santé, un travail auquel AIVI a participé. Nous avons pendant 3 ans écrit des recommandations que l'on peut trouver sur leur site, le site de l'AHS, pour les médecins et les personnels de santé, personnels médico-sociaux, pour repérer les enfants victimes, savoir rédiger un signalement et savoir protéger ces enfants. Alors, il y a des signaux d'alerte qui reviennent régulièrement, mais on peut pas dire que il y a 10 signaux et point à la ligne, il n'y en a pas d'autres. Il y en a plein. Mais il faut tenir compte du changement de comportement de l'enfant qui généralement va être brusque. Un enfant qui va se mettre à faire pipi au lit, à devenir odieux, à pleurer tout le temps, à plus dormir, faire des cauchemars et ne plus travailler à l'école. Là, il va falloir commencer à s'alarmer et à consulter un médecin. Alors là, c'est pour les tout petits. Après, il y a les ados. Les ados, ils vont être plus dans l'autodestruction parce qu'ils se sentent pas entendus, pas écoutés, pas aimés. Donc, ils vont aller vers la toxicomanie, vers l'alcoolisme, vers l'automutilation et les tentatives de suicide. Selon notre sondage encore, 53% des victimes d'inceste ont fait au moins 2 tentatives de suicide. Donc tout ça sont des signes aussi d'alerte et d'appel au secours. Et après, il y a l'âge adulte. Et là, on arrive vers une grande palette de souffrances où les victimes vont utiliser le système de santé pour crier leur souffrance. Alors ça peut être des problèmes de ventre, ça peut être de l'anorexie, ça peut être toujours de l'alcoolisme ou de la toxicomanie ou des troubles mentaux. La liste est longue. Et alors le problème qu'on a en France, c'est qu'on ne fait pas le lien entre ces troubles et l'origine de ces troubles. C'est-à-dire qu'on va soigner une victime pour sa toxicomanie, mais jamais on va la relier, ou son anorexie, mais on va jamais la relier à l'inceste. Ce qui fait qu'on va avoir des rechutes et que la prise en charge ne va pas être de bonne qualité. Et ça coûte à la victime beaucoup, parfois la vie, mais ça coûte à la société aussi beaucoup d'argent. Les Américains ont estimé le coût de la non-prise en charge de la maltraitance à près de 93 milliards de dollars. Bon, je ne sais pas combien ça représenterait en France, mais c'est énorme.
Parce que les victimes n'ont pas 36 solutions, elles utilisent leur corps pour parler et donc le système de santé. Isabelle Aubry, merci beaucoup pour votre témoignage, pour aussi tout le travail remarquable que vous effectuez, vous et puis bien sûr tous ceux qui s'engagent auprès de vous dans cette association. Je vous laisse le mot de la fin, nous dire aussi quelles sont un petit peu les portes d'espérance que vous voyez à travers tout ce travail. Et puis comment aussi, ce serait bien de dire aussi à tous nos auditeurs comment aussi ils peuvent participer, soutenir vos actions. Alors, nous espérons que nous allons être entendus. Bon, on fait des démarches, on fait, comme on dit, du lobbying auprès de nos politiques pour qu'il y ait une reconnaissance de l'inceste et une prise en charge. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est tellement important que ça relève de la responsabilité de toute notre société. Que chaque personne qui a, par exemple, un enfant à l'école, il doit se dire que dans la classe de son enfant, tous les soirs, il y a au moins 3 enfants qui sont agressés sexuellement. Et il doit demander au proviseur, est-ce qu'il va y avoir des actions de prévention de mise en place? Et surtout, je pense que personne n'a à avoir peur de parler de ce sujet. Il n'y a pas à en souffrir, il y a au contraire à protéger ce que l'on a de plus précieux dans notre vie, c'est-à-dire ce sont nos enfants. Et l'action d'AIVI est tournée vers cela. Donc le travail qui a été fait par la Haute Autorité de la Santé va dans ce sens, comment les professionnels peuvent protéger nos enfants, mais aussi comment nous pouvons observer, regarder, informer, parler. Un Français sur 4 connaît au moins une victime d'inceste. C'est le résultat aussi de notre sondage 2009. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler, de s'informer, de venir sur notre site, de lire les témoignages et de participer à la protection de nos enfants. Voilà. Le mot de la fin pour moi. Eh bien, Isabelle, c'est un mot d'espoir, parce bien que sûr. Si tout le monde se mobilise, on pourra sauver des centaines, des milliers d'enfants. Alors justement, votre site, on va le rappeler, le site internet sur lequel on peut retrouver votre association, AIVI, donc AIVI.org. Tout à fait. Et puis il y a des ouvrages, des témoignages, comme vous l'avez dit, qui sont bouleversants, mais aussi qui sont un appel à la vie, qui sont très beaux. Un livre également que vous avez vous-même écrit, et qui est donc bien sûr non seulement bouleversant, mais qui est un témoignage de vie. C'est ce sur quoi je voudrais aussi insister, c'est cette soif de vivre, cette revendication aussi de la dignité de la personne, qui est très importante, non seulement à vivre, mais aussi à favoriser. Tout à fait, oui, tout à fait. Moi, j'ai écrit ce livre la première fois, j'avais 6 ans. Pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à l'information sur l'inceste. Et je peux vous dire que j'ai eu des retours d'adolescents, de personnes de tous les âges, des deux sexes qui m'ont dit avoir découvert ce sujet et qui ne pensaient pas que ça existait. Voilà. Et c'était ça le but, c'est de savoir que ça existe et qu'on a tous le pouvoir de faire quelque chose. Bien, merci beaucoup Isabelle, et peut-être une prochaine fois on fera un petit peu le point sur les avancées. Oui. On se retrouvera par téléphone, et nous vous souhaitons en tout cas beaucoup de réussite dans ce bon combat, et aussi nous nous associons d'ores et déjà à ce combat. Merci à vous. Amis auditeurs, pour conclure ce dossier sur l'inceste, je vous propose d'écouter aussi le témoignage d'une des victimes, d'une des survivantes de ce drame. Et puis pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, aider, soutenir aussi cette association, vous pouvez le faire en découvrant plus amplement l'Association internationale des victimes de l'inceste. Bonjour, je m'appelle Nathalie Macaire,
je suis mariée, j'ai un enfant, j'ai 54 ans. Je suis une survivante de l'inceste. J'ai voulu témoigner aujourd'hui pour pouvoir donner espoir à tous ceux qui ont été victimes, comme moi, de l'inceste. Je suis une survivante maintenant parce que j'ai fait beaucoup de choses, thérapie, j'ai fait partie des groupes de parole auprès d'associations, dont l'association AIVI, qui est vraiment l'association internationale des victimes de l'inceste, et qui m'a apporté beaucoup, et j'ai rencontré des tas de personnes qui souffraient comme moi, qui avaient été abusées par le père, la mère, le frère, la sœur, le grand-père, enfin toutes les proches de famille. Donc on a pu parler le même langage et ressentir les mêmes choses. Et aujourd'hui, je peux dire que je m'en suis sortie. Mais mon père a abusé de moi de l'âge de 7 ans à 17 ans. Donc il a fallu parler de toutes ces années et vomir toutes ces saloperies qui m'ont été faites. Et j'ai puisé une force à l'intérieur de moi-même pour pouvoir y arriver. Je pense que la médecine peut nous aider, les thérapies, les groupes de parole dans les associations, enfin toutes sortes de choses. Mais il y a aussi notre force intérieure, notre envie de se battre contre ce mal qui nous ronge tous les jours et dont nous devons porter le fardeau. Je pense qu'il faut garder un espoir et se dire qu'on pourra un jour ou l'autre aimer, dire je t'aime à nos proches grâce à notre combat. Nous ne devons pas nous sentir coupables, mais simplement des victimes qui souffrent. D'accord. En fait, moi j'ai été victime de l'inceste par mon père de l'âge de 7 à 17 ans et j'ai vécu toute cette préadolescence, adolescence, vie d'adulte comme morte de l'intérieur. Et je savais en moi-même, j'étais consciente de ce que mon père me faisait, que c'était pas bien, mais je n'avais pas une oreille pour pouvoir parler. Donc je vivais avec ça, j'étais consciente, je savais qu'un jour il fallait que je dise tout ce qu'on m'avait fait, mais je ne savais pas quand et à qui. Et toutes ces années ont coulé, et tant bien que mal, j'ai réussi à vivre avec mon mal qui me rongeait à l'intérieur. Et souvent on me disait que je n'avais pas de sourire, que j'avais l'air toujours très triste. Effectivement, je devais être triste de l'intérieur, mais j'essayais de ne pas le montrer. Alors il y a des personnes qui ne le voyaient pas parce que il y a des moments où je pouvais donner ce change d'être bien. Donc on avait l'impression de voir une Nathalie très heureuse, épanouie. Et puis des fois je me disais, si vous saviez ce que j'ai à l'intérieur, mais je suis tellement moche à l'intérieur qu'on n'oserait même pas me regarder, on serait horrifié. Et donc quand j'ai commencé à parler, à sortir de ce déni, ça a été très dur. C'est très dur de parler, mais il faut parler, il faut sortir, il faut vomir tous ces mots, tout ce mal pour arriver pour arriver à vivre, et après au fur et à mesure du temps à vivre correctement, enfin à réapprendre à sourire, apprendre à aimer, apprécier les petites choses de la vie et être heureux dans ce monde où il y a plein de méchanceté et toutes sortes de choses. Et donc je voulais faire ce témoignage pour donner vraiment un message d'espoir à toutes ces personnes qui vont m'écouter et peut-être qui n'auront pas encore parlé et qui peut-être vont parler. Il faut s'accrocher, mais il faut continuer, il faut se battre. On arrive à s'en sortir. Évidemment, on s'en sort c'est avec des mots. Mais les mots, on arrive à les gérer, des mots MOTS et des mots MAUX, et on arrive à gérer au fur et à mesure du temps. Et à un moment donné, on arrive à être très fier de soi parce qu'on s'est dit qu'on a combattu tout ce mal que l'on nous a fait. Et il faut garder espoir. La lumière, la petite lumière blanche, quand on part toujours au bout d'un tunnel, arrive
Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des jours avec des hauts, des bas, l'histoire revient, des moments, des photos, des odeurs, mais on arrive à mettre cette histoire dans un coin. On peut arriver à avoir des enfants, à vivre une vie avec un homme. C'est pas évident tous les jours, et on peut aimer ses enfants et apprendre à aimer. On peut le faire. Donc je souhaite à tous ceux qui m'écouteront de réussir et de pouvoir parler.